Oh là là, attends, nous avons des problèmes techniques aujourd'hui. Comment cela se fait-il que tu ne t'affiches pas? Alors, déjà, je ne sais même pas si j'ai le retour du Bah, son. Oui, c'est bon, on a le son. On a le son. Salut à tous. Donc, je vais voir pourquoi Emeline n'a pas daigné s'afficher. Bougez pas. Hop, c'est parce que je suis un bougre. Voilà, normalement, ça devrait être mieux dans un futur très proche. Voilà, comment vas-tu, Emeline? bah ça va bien et toi? Eh ben ça va. Dis donc, j'avais testé ça tout à l'heure, ça marchait bien, et puis d'un coup, tu as décidé de disparaître. Bon, après, c'est pas ta faute à toi. C'est pas grave. Non, c'est vrai. Comment vas-tu? On était en train de parler de chat juste avant que vous arriviez, et puis j'ai gagné parce que j'ai gagné 3-1 en termes de nombre de chats. Mais en termes d'animaux, je suis à 3-2. Donc ça va. Non, 3-3 du coup. 3-3 3-3, tu parce que j'ai égalises deux avec chats et quoi? un chien. Bah Ah, deux tu as chats et un deux chats, chien. c'est vrai, j'avais oublié. Parce que il est récent, le nouveau. Mais aujourd'hui, on Voilà. ne va pas vous parler que de ça, puisque Emeline vient pour son premier 13-30 pour nous parler de comment bien importer ses données avec Mix 3.4, avec Microsoft Fabric. C'est vrai que c'est difficile à dire Microsoft, c'est un nouveau mot. Je n'ai jamais Oui, entendu parler. Si tu veux démarrer, on peut y aller. pas de souci. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter Microsoft Fabric. Donc, Microsoft Fabric, c'est une plateforme qui est unifiée. Elle va regrouper et centraliser les services de données dans un écosystème. Elle va permettre aux utilisateurs de gérer tout leur cycle de données, donc que ce soit l'ingestion, la transformation, le stockage, l'analyse et la visualisation. Mhm. Dans Fabric, on a différents moteurs. Donc, on a un data warehouse. Un data warehouse, qu'est-ce que c'est? Ça va être une base de données relationnelle qui va être conçue pour le reporting et les analyses BI. Ouais, Également, Fabric va intégrer un data lake et ce data lake, il va contenir toutes les données de manière non structurée. Donc, il n'y aura pas de hiérarchie et il n'y aura pas d'organisation. En résumé, les données vont être conservées sous leur forme la plus brute et d'accord. elles ne vont pas être traitées et analysées. Et le résultat de ces deux moteurs crée un lakehouse. Donc, un lakehouse, ça va être une architecture qui va être hybride et qui va combiner donc les avantages de notre data lake et de notre data warehouse. Mhm. Et il va nous permettre de stocker donc toutes sortes de données, qu'elles soient structurées, semi-structurées ou non structurées, tout en nous offrant des capacités d'analyse. Et en fait, un lakehouse, c'est quoi? Ça va être une collection soit de fichiers, de dossiers, de tables. Et toutes ces collections, elles vont jouer un rôle dans notre base de données. D'accord. En outre, l'objectif de Fabric, en fait, ça va être simplement de simplifier, d'unifier et d'automatiser les traitements au niveau des données. Ok. Là, pour rentrer un peu plus dans le sujet, donc Fabric est composé d'un one lake, donc c'est notre lakehouse qu'on peut Mhm. retrouver juste ici. Et ce lakehouse, il va être partagé entre les services, donc tous ces services qu'on a là. Et les services, ils discutent entre eux avec un format Delta Parquet. Donc, un format Delta Parquet, qu'est-ce que c'est? Ça va être un format où le fichier, au lieu d'être rangé par ligne, il va être rangé par colonne. Donc, on appelle ça un format de fichier colonnaire. Et D'accord. ce format de fichier va nous permettre de traiter principalement, enfin, toutes sortes de données. Mais si, par exemple, on a vraiment des très gros volumes de données, ça va être vraiment très, très efficace au niveau de ce format-là. Mhm. On ne va pas parler de tous les services, mais simplement pour parler des généraux. On a le stockage de données Azure. Donc, notre stockage de données Azure, il va être plutôt là pour l'analyse massive de données, donc Ouais. de l'écriture en SQL. On a aussi, par exemple, Synapse Data Engineering. Donc, ça va être plutôt pour la transformation des données avec des notebooks. Et évidemment, on a Power BI hein, qui va nous permettre de faire la visualisation ou de l'analyse interactive. Ok. Donc aujourd'hui, les données, elles proviennent de nombreux systèmes, donc par exemple de bases de données, d'applications métiers, d'API, de services web, de fichiers plats comme du CSV et du JSON, ou par exemple des services, des sources cloud. Et ces sources hétérogènes, en fait, elles sont dispersées puisqu'elles vont nous poser des problèmes de connexion, de comptabilité ou alors tout simplement des standardisations pardon, des formats. Mhm. Et si par exemple on a plusieurs sources de données, elles peuvent chacune exiger un traitement qui va être spécifique. Voilà, tout simplement en fonction de son format, de sa fréquence de mise à jour ou alors de ses protocoles d'accès.
Donc, ces formats enfin, ces sources hétérogènes, elles peuvent compliquer l'intégration ou alors elles peuvent augmenter les coûts de développement. Ouais. Euh, Également, comme autre défi au niveau de l'importation, on a la qualité des données, puisque avant d'analyser, il faut évidemment nettoyer nos données. Ça va être la première étape, puisqu'on peut avoir des données manquantes, incomplètes, on peut avoir des doublons, on peut avoir des données qui peuvent être incohérentes. Donc, par exemple, une date au mauvais format ou Hmm. du texte au lieu de chiffres, ou alors tout simplement au niveau des en-têtes, les noms de colonnes qui ne sont pas explicites. D'accord. Et pour cela, il faut bien préparer nos données, puisque si on les prépare mal, on peut avoir des résultats qui sont erronés dans les rapports, on peut avoir des incohérences au niveau de l'analyse ou alors tout simplement des échecs au niveau de nos traitements de données. Mhm. Donc, l'étape du nettoyage, de la validation et de la transformation des données, ça va vraiment être l'étape indispensable pour garantir la fiabilité de nos données. Un autre défi qu'on peut rencontrer, ça va être la volumétrie des données, puisque actuellement, certaines entreprises peuvent manipuler des téraoctets de données, voire même plus. Mhm. Et cet import de gros volumes, il va pouvoir, enfin, il entraîne en fait des temps de chargement qui peuvent être très longs. On peut avoir une saturation au niveau du réseau ou alors des limitations au niveau de la performance. Donc, il faut aussi prendre en compte que ça peut être, enfin, c'est intéressant d'optimiser les performances au niveau de la gestion de nos données. Et pour cela, par exemple, on peut penser au partitionnement en limitant les volumes traités. Donc, j'en reparlerai juste après. Mhm. Aussi, ce qu'il faut enfin, prendre en considération, ça va être la fréquence d'importation de nos données, puisqu'il y a deux scénarios qui existent. Donc, l'import batch, ou simplement, ça va être l'importation des données de manière périodique. Par exemple, on peut importer les données toutes les nuits. Ou alors l'import en quasi temps réel. Donc là, par exemple, c'est une fréquence des données qui est un peu plus complexe, mais qui, par exemple, peut être utile au niveau du reporting. Ouais. Cette fréquence, en fonction du choix qu'on va faire, elle va impacter notre méthode d'importation et la structure de nos pipelines, hein. Si on a une pipeline qui importe périodiquement, ça ne va pas être la même que celle qui fait du quasi temps réel. Oui. Et enfin, et c'est pour moi le plus important, la gouvernance et la sécurité des données. Quand on importe des données, il faut avoir un encadrement qui est rigoureux. Il faut respecter le RGPD, puisque dans les données, hein, on n'a pas que des tableaux de chiffres, on a aussi des données personnelles. Donc, on peut avoir des données sur les banques, sur des comptes bancaires. Donc, c'est important de voir le droit d'accès au niveau de ces données, savoir qui peut les importer, qui peut les voir, qui peut les modifier. Si on ne fait pas dès le départ une bonne gouvernance au niveau de nos données, il y a des risques Mhm. qui peuvent être très très importants, hein. On peut avoir une perte de données, on peut avoir des fuites, on peut avoir une non-conformité. Pour faire une conclusion par rapport au défi de l'importation, quand on en parle, honnêtement, ça peut sembler super simple, mais voilà, ça cache énormément de défis au niveau de la technique, de l'organisation, de la réglementation. Et avant de rentrer les mains dans l'importation des données, il faut vraiment Hmm. prendre en compte une bonne stratégie. Il faut la définir en fonction du besoin et de la finalité des données pour que tout au long du traitement, on garantisse la qualité, la sécurité et la performance de toute notre chaîne. Hmm. Tiens, une problématique de durée de ton traitement aussi, j'imagine. Oui, exactement, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment tout prendre en considération avant même de traiter les données. Fabric, il va nous proposer plusieurs outils pour ça. Par exemple, on va avoir une méthode qui s'appelle Dataflowgen 2. Donc ça va être un outil qui va être no-code. C'est Mhm. vraiment basé sur du Power Query. Et ça, par exemple, ça peut être utile pour des transformations qui peuvent être assez simples, comme par exemple renommer, supprimer des colonnes ou alors Mhm. tout simplement modifier des types de colonnes. Après, il y a des pipelines de données, donc on appelle ça des copies data, et ça, c'est plutôt une approche qui est low code, hein, et c'est bien pour des flux qui peuvent être complexes, planifiés, industrialisés. Mhm. Si par exemple on rencontre des traitements un peu plus complexes, on peut utiliser des notebooks, donc écrire du Python dans des notebooks. C'est vraiment très intéressant quand on a vraiment énormément de données. Un copy data, par exemple, pour, je ne sais pas, 10 000 lignes, il va peut-être mettre, allez, 45 minutes.
le notebook, allez, en 10 minutes, c'est plié, quoi. Donc Mhm. voilà. Si on a vraiment des gros volumes de données, le notebook, il est vraiment intéressant. Puis alors, C'est plus performant parce que c'est toi qui vas coder directement ce que tu veux oui, c'est faire, ça. ou Et c'est que puis le en fait, tu moteur as, il est déjà un plus noyau, performant? t'as un noyau derrière en fait qui tourne et en fonction, par exemple, de ton volume de données, tu peux plus ou moins l'augmenter. Donc D'accord. mettre un peu plus de performance. Ok. Et sinon, on a la manière la plus simple, hein, ça va être de directement charger nos données dans notre Watt Lake, donc de manière manuelle ou automatique. Mhm. Donc voilà, si on utilise Fabric, il va falloir qu'on prenne aussi en considération la méthode d'importation, puisque en fonction de l'approche qu'on aura choisie, on a le niveau de technicité, la complexité du besoin, ou alors tout simplement le volume de données voilà, qui va être important à voir pour ce traitement-là. Et la méthode, c'est pas comme ça, on se dit, tiens, j'ai envie de faire des data flows. Non, c'est en fonction du contexte, donc en fonction de l'utilisateur métier, des besoins, de la performance ou du scénario avancé. Mhm. Voilà. Et après, si on peut faire un petit résumé avant de passer à la démo, pour un... Donc voilà, un petit résumé au niveau des pratiques. Donc la première étape, on prépare bien nos données. Donc avant même qu'on pense à l'import, on va s'assurer que nos données sont prêtes à être intégrées. On va supprimer nos doublons, on va vérifier nos types de données et peut-être les corriger si ils ne sont pas bien. On va harmoniser aussi, c'est ça qui est important, l'encodage des fichiers parce que si par exemple on a des emails, on a un arrobase, donc peut-être que des fois en Mhm. fonction du format du fichier, l'encodage, enfin voilà, il va être différent. Donc, on faut qu'on fasse attention à ça aussi. Et par exemple, nettoyer les colonnes. Voilà, si on a par exemple un fichier de 60 colonnes et que sur ces 60 colonnes, on n'en a besoin que de 5, ben, on ne va pas importer les 60 colonnes. Il faut directement qu'on choisisse nos 5 colonnes. Voilà, comme ça réduit aussi déjà directement le temps Mhm. d'importation. Donc, cette préparation des données, elle va être essentielle puisqu'elle va nous réduire les erreurs lors de notre importation et ça va pouvoir nous simplifier les étapes de transformation ultérieures. En Ok. deuxième étape, voilà, on va choisir la bonne méthode au niveau d'importation de nos données. Donc Mhm. voilà, si par exemple on veut quelque chose qui est super simple, on prend un Dataflow GN2 puisqu'il est plus accessible et on n'a pas besoin d'écrire de code. Mais si par exemple c'est un petit peu plus complexe, bah, hop, on prend des pipelines ou on fait des notebooks. Puisque si on choisit par exemple un mauvais choix au niveau de l'importation, ça va entraîner peut-être des inefficacités au niveau de notre traitement, ou alors Mhm. on va simplement complexifier notre traitement, alors qu'au fond, c'était peut-être juste, je ne sais pas, d'enlever les doublons. Voilà, on ne va pas faire un Mhm. notebook si c'est juste pour enlever les doublons. Voilà. Aussi, si on peut avoir le choix, et ça c'est aussi intéressant, si on peut avoir le choix du format de fichier important, ça peut être intéressant, puisque si par exemple, on peut avoir directement des fichiers parquets, c'est un format de fichier qui est exceptionnel enfin, moi que je trouve qui est trop bien, parce que vraiment, pour traiter les données, qu'elles soient, enfin, quand on a vraiment des très très gros volumes de données, c'est super rapide, que plutôt d'avoir un fichier, enfin, d'avoir un format de fichier XML, quoi. XML, c'est un peu plus complexe. Voilà, si on peut éviter d'avoir ça, c'est bien. Mais ça, après, voilà, c'est peut-être des fois pas nous qui pouvons choisir le bon format. Et après aussi, c'est ça qui est intéressant, de choisir de tester nos données sur un petit échantillon. Si par Mhm. exemple, on a un fichier qui est tous les jours de 60 millions de lignes et tous les jours, il va se recharger, avant même de penser à importer nos 60 millions de lignes, c'est intéressant de prendre un petit échantillon, de par exemple tester 15 lignes pour voir si nos transformations, le chargement de nos données fonctionnent, la performance aussi, puisque là, au moins, un fichier, je sais pas, de 15 lignes, ça va prendre 10 minutes. Au moins, au bout de 10 minutes, on saura déjà enfin, les résultats de nos données et si elles ont bien fonctionné, que si on fait notre fichier de 60 millions de lignes, sur Fabric, ça met quand même 4 heures, quoi. Donc, s'il faut qu'on Mhm. attende 4 heures pour savoir, faut l'éviter. On aura perdu 4 heures pour rien, quoi. Certes. Donc voilà. Et ça aussi, ça peut nous permettre de corriger directement les petites erreurs s'il y en a. Après, en cinquième étape, on automatise nos processus. Donc, par exemple, on va créer des pipelines qui vont être planifiés quotidiennement, hebdomadaires, mensuels. Et on peut, par exemple, quand on fait des pipelines, ajouter des petites étapes de validation. Donc, par exemple, si on a lancé un copy data et que ce copy data est validé, et ben, dès qu'il est validé, il va aller faire, par exemple, un notebook. Alors que si, par exemple, notre copy data est en échec, et ben, il va aller faire autre chose
pour nous dire, par exemple, ah non, là, on ne peut pas continuer, il y a une erreur, on stoppe le processus. Voilà. Ça va nous permettre de garantir la fiabilité de notre processus sur le long terme, parce on a envie que ce qu'on fasse, ça dure sur le long terme. Mhm. Après aussi, et c'est ça qui est intéressant, on peut mettre en place un système de surveillance. C'est-à-dire que, par exemple, on va prendre un exemple, on a un CSV, toutes les lignes qui sont en erreur, on les prend pas, mais elles vont aller dans un log. Et ce log, par exemple, on peut se l'envoyer par mail et recevoir, par exemple, sur nos 20 lignes, on avait 5 qui étaient en erreur. Les 5 lignes qui sont en erreur, on va les retrouver dans notre mail et ça va nous dire, par exemple, bah attendez, là, c'était peut-être juste au niveau des doubles cotes, elles étaient peut-être mal placées, ou alors une Mhm. virgule, ou alors un encodage. Au moins, comme ça, on sait un peu au fur et à mesure euh, voilà, nos données. Et après, la dernière étape qui est vraiment la plus importante, c'est la sécurité. On ne va pas donner des droits d'accès à nos données à des gens qui n'ont pas besoin de les voir. Ou on ne va Oui, bah pas oui. donner accès à notre importation, à notre pipeline de traitement de données si la personne n'a pas besoin de les voir. Donc voilà, donc cette importation, enfin voilà, si on peut résumer, l'importation des données, elle va reposer sur le choix du bon outil, sur la mise en place de pratiques qui vont être rigoureuses, Mhm. mais aussi sur le besoin et la finalité des données. Voilà, il va falloir savoir clairement ce qu'on souhaite pour faire vraiment le meilleur processus de traitement des données. Donc, on va faire une petite démo. C'est parti. C'est le moment qu'on préfère, ça, la démo, les amis. Hop, ah, tu me dis quand c'est bon. Oh, c'est tout à fait bon. Ça y est. Ok. Alors, j'ai créé un petit CSV. Donc là, voilà, ça va être un petit CSV qui a le nom, le prénom, l'email, il a le genre, il a l'IP adresse. Donc ça, c'est quand même au niveau sécurité, voilà, c'est pas terrible. Il y a le langage, voilà. Et puis, par exemple, dans la compagnie qui travaille. Donc Mhm. voilà, c'est un fichier qui fait 1000 lignes. Donc on voit bien qu'il a des caractères spéciaux, hein. Il y a quand même des arrobases, il y a des points. Mhm. Donc on va importer ce données. Donc voilà, avant même de commencer à l'importation de données, on va regarder notre petit fichier. Et là, on va se dire, bon, alors, on va faire La ça ligne pour voir si... 206, elle fait peur. Ouais, non, mais c'est pour ça. On va délimiter nos lignes pour voir ce que ça donne. Mhm. Donc là, tu es Et encore voilà, donc dans Excel, tranquillement. voilà, on regarde juste, en fait, on fait juste un petit état de lieu des données pour regarder ce qu'on a. Là, pour le moment, on voit bien que les colonnes sont bien segmentées, donc on n'a pas de souci. Voilà, on continue comme ça. Et puis là, honnêtement, suffisait, voilà, il n'y a pas de grandes problématiques, à Là, part peut-être ces deux caractères-là qui peuvent exact. poser problème. Il y en a Donc plus voilà. aussi, hein. Je suis pas arrivé à noter Ouais, la si, ligne, ouais, mais il y en ouais, a non, dessus. mais oui, oui, il y en a plus. C'est pour ça. Là, par exemple, voilà, là, on a des caractères qui sont un Voilà, peu là, spéciaux. Donc là, 129. faut qu'on soit sûr, même là, 319, bon, on a un quart, on ne sait pas trop ce que c'est. Mhm. Donc là, par exemple, on a des lignes qui sont à nul, quoi. Voilà. Là, par Ouais, exemple, ouais. pour celui-là, on n'a pas de données. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'importer en copy data puisque c'est un CSV, donc on n'a pas besoin de faire un notebook. Mhm. Et on va regarder si, euh, une fois qu'on a importé notre fichier, si on a bien tout ce que là, actuellement, on avait. Voilà, il Ok. faut que je le ferme parce que ça n'a pas marché. Donc, j'ai déjà créé le lakehouse. Donc, on va vraiment faire la manière la plus simple. On va simplement déposer le fichier dans un dossier sur notre lakehouse. Ok. Voilà. Donc, on va l'uploader. Hop. Voilà, on upload. Donc, ça va, c'est pas un trop gros fichier. Normalement, ça devrait être rapide. Voilà. Hop. Une fois qu'on a fait ça, alors voilà, c'est ça aussi qui est bien sur Fabric, c'est qu'on peut vraiment bien organiser nos traitements. Donc là, par exemple, on a bien notre lakehouse. Et on va vouloir récupérer des données. Donc, on peut on peut organiser en fait nos pipelines, les ranger correctement. Donc voilà, on va les ranger. Et on va créer une nouvelle pipeline. On va appeler PL import bronze. Voilà. Ah bon, bah, elle existe déjà. On va mettre data, c'est pas grave.
Voilà, ça charge. Mhm. Et là, pour importer nos données, comme c'est un CSV, on va faire un petit copy data. Ça va être assez rapide. Donc voilà, on le prend. Et vraiment, un copy data, c'est vraiment très simple. Là, par Ouais, exemple, notre source, ça va être notre lakehouse, donc bronze. ok. C'est un fichier, donc on va aller le chercher. Hop. Quel suspense. Ouais. Il met un peu de temps à charger. Voilà. On va regarder le format de notre fichier. Donc, c'est un CSV, donc c'est un delimited text. D'accord. Et ce qu'on peut faire, c'est que directement, il va lire notre fichier et il va détecter le format de notre fichier. Donc, par Mhm. exemple, qu'est-ce qui délimite les lignes, les colonnes, l'encodage aussi de notre fichier. Donc là, on voit que tout est bon. Ok. Et ce fichier-là, on va l'importer dans une table, puisqu'on imagine que, par exemple, la finalité, c'est d'en faire un rapport Power BI. Bon, là, ça va pas être le cas, mais voilà, on imagine que c'était une table et qu'on voulait en faire un rapport Power BI. Donc, on va l'appeler personnel. Voilà. Personnel, on va appeler, parce que c'est des données qui sont personnelles. Hop, on va créer. Donc là, on a bien tout. On a notre source, on a notre fichier CSV. Hop, on a notre table. Donc, on va pouvoir lancer. On va voir ce Run. que ça C'est donne. parti. Vraiment, c'est assez rapide, hein. On n'a pas beaucoup de lignes. Running. C'est en cours. Ça réfléchit, toi bien. Voilà. Queued. Ok. Tu sais quoi, pendant que ça réfléchit, je vais vous dire, les amis, ce qu'on aura dans le 13-30 de la semaine prochaine. Nous serons le 25 juin et nous allons parler avec Benoît Charton de Dataverse pour Teams, une solution industrielle à vos problématiques métiers. Ça va être dingue, déjà. Déjà, rien que le nom, déjà, j'en salive. J'en salive d'avance. Ah, Donc voilà, Succeeded, on est bien. 25 secondes pour 1000 lignes, donc on est correct. Mhm. Et là, on va aller regarder donc notre table, si elle a bien été créée. Hop, on va recharger. Refresh. Donc là, c'est le Et fichier voilà, source on a bien notre table. personnel. Alors, on va voir un petit peu comment il a Voilà, c'est importé les ça. données. Est-ce qu'on a les caractères chelous ou pas? Ça met un peu de temps. Il charge. C'est normal, ça vient de Dijon. C'est très très loin. Ah ben attends, l'électricité, elle est faite Ah, par mais l'agriculture ça va. là-bas. Bah, Il quand brûle du même, maïs. on pédale pas sous notre bureau, hein. Il brûle du maïs et hop, ça leur fait l'électricité. C'est comme ça que ça marche. Alors, on sait que c'était, du coup, déjà, il y avait celui-là, donc il l'a bien pris en considération, hein, il n'y a Mhm. pas de, Ouais. il y a pas de souci. Et il y avait l'ID 319, donc on va même faire autrement. Ah non, ça n'a pas marché. Tant pis, c'est pas grave. On va regarder. Là, donc là, par exemple, il a pris le caractère, donc pas de souci aussi. Et si on regarde, hum, on va juste faire un vite état des lieux. Voilà, il Hop, avait hop, pris hop. celui-là Ouais, aussi. il y en a un poil plus haut, je crois. Là, il est Volapuc, là, tu le vois? Stop! Ne bouge plus. Ligne 137. Je crois que Oui, lui, voilà, donc il était c'est bon. chelou et il va mieux. Ouais, et il l'a bien pris aussi, donc on est bon. On va refaire comme ça un petit tour, mais là on est correct. Donc il a bien, enfin on a bien regardé comment étaient nos données de base, on Mhm. a bien regardé la finalité, donc on a bien le copier-coller Très entre bien. nos données. Voilà. Très bien. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu as la capacité... alors, attends, je vais me mettre comme ça. Hop là. Est-ce que, j'imagine que oui, il y a la capacité de dire ce qui se passe quand, justement, tu as une ligne, par exemple, ou une... comment on va dire? Une donnée qui s'importe mal. Est-ce que tu peux dire, je n'importe pas la ligne, je Oui, n'importe pas la là donnée, je tu n'importe pas la peux. ligne, ou je n'importe carrément rien du tout? Je reviens à l'état précédent. Oui, tu peux le faire, oui. Ça dépend, tu vois, tu peux skip les lignes qui sont incompatibles en fait. Donc par D'accord. exemple, tu vas cliquer dessus, si tu as une ligne qui est en erreur, donc ça va te la skipper. Et ce Mhm. qui est bien, c'est Ah, t'as le qu'après, par logging. exemple, tu peux créer un service et mettre les logs, par exemple, dans un dossier erreur. Et dans ce dossier erreur, tu auras toutes les lignes que du coup,
Fabric aura skip, qui pour lui Hmm. ne sont pas corrects. Voilà. Ok, ok, ok. Donc ça Et, c'est cool. et là, dans l'exemple que tu nous as montré, tu vas créer une table qui n'existe pas. J'imagine que tout à l'heure, tu as parlé d'import de données qui pouvaient être en temps réel ou on va Oui, dire en batch tous les X. Donc là, la ouais. table existe. Et comment l'outil gère le fait que, par exemple, ta clé primaire, elle est en train d'être réécrite, c'est-à-dire que tu vas écraser un enregistrement. Est-ce que y a moyen d'être un peu fin sur ça pour dire Oui, tu peux faire si. un merge. Tu peux faire un merge en fait. D'accord. Tu peux, par exemple, on imagine que, enfin, je sais pas, on a un CRM en finalité. On a un Mhm, CRM en finalité, donc on a des données, enfin, on a des données, et là, par exemple, on a une pipeline qui va s'exécuter tous les jours, et on aimerait que tous les jours, il y ait, par exemple, des nouvelles données qui soient insérées, ou alors des données qui soient supprimées, ou alors des données qui soient mises à jour. Eh ouais. bien, on peut lui dire de faire un merge, de, par exemple, regarder chacune des lignes, par exemple, dans notre CRM, et de dire, Mhm, bon, bah alors, là, le nom, il est bon. Le prénom, ah zut, il y a un prénom qui a été rajouté. C'est pas qu'un prénom, c'en est deux. Bah là, hop, je mets à jour cette mhm. cellule-là, etc., etc. Donc oui, tu peux lui dire de faire ça. Bon, par contre, voilà, le traitement va être plus long C'est parce que du normal. coup, il va beaucoup plus réfléchir. Mais oui, tu peux le faire aussi. Tu peux le faire Ok. aussi. Et est-ce que tu as la capacité de revenir à un état initial, même si à la fin, euh, comment on va dire, l'import s'est passé correctement avec ce que tu as pu débrayer, par exemple ne pas intégrer ceci ou cela parce que pour telle raison, et finalement ça te convient pas, est-ce que tu peux revenir à l'état initial? Oui, bah si finalement, par exemple, si le CRM, c'était pas un CRM de prod et que c'était un CRM de dev, ton traitement, oui, tu peux le refaire. Puisque de toute façon, si tu n'as pas décidé que ta source soit supprimée et que tu l'as tout le temps, tu pourras toujours refaire du traitement dessus. C'était ça ta question, oui, tu peux. C'était plutôt sur la cible, moi. La cible, elle est en version 1, tu appliques l'intégration, elle arrive en version 2, est-ce que tu peux revenir à la version 1? Enfin, je veux dire, toi, évidemment, tu peux avoir fait tes sauvegardes précédemment, est-ce que l'outil intègre ce truc-là tout seul? Bah oui, si tu lui dis oui, il peut le faire, oui, Ok, il peut le très faire. bien. Merci l'outil. Très très bien. Superbe cet outil. Ok. Oui. Alors très bien, Microsoft Fabric. Et ça, est-ce que c'est ton Microsoft Fabric, c'est un outil qui est en ligne sur le cloud? C'est quelque chose qui est plutôt C'est on-premises? C'est comment? non, c'est en ligne en fait. Simplement, ça marche avec une capacité. Ouais. Donc, ça veut dire que, par exemple, tu as différents types de capacités, en fait. Et évidemment, en fonction du type de capacité que tu vas choisir, tu vas plus ou moins payer un Hmm. certain tarif. Et c'est un peu ça, on va dire que le point négatif de Fabric, ça veut dire que si, par exemple, tu prends vraiment une capacité qui est vraiment la plus petite, on va dire que par exemple, tu auras lancé, je sais pas moi, 15 fois ta pipeline, bah, peut-être qu'au bout d'exécution de 15 fois ta pipeline, il va falloir que tu attendes le lendemain pour Hmm. réexécuter ta pipeline parce que tu auras atteint la limite de Fabric. Ouais, je comprends. Ok. C'est un peu ça qui est dommage sur Fabric. Mais sinon, il marche très bien, hein, mais voilà, la capacité, elle nous invistrouille. Ok. Alors les amis, donc je vous ai dit que la semaine prochaine, on allait parler de Dataverse for Teams. Avec Bruno Charton. Voilà, donc ça ce sera le restant de la semaine prochaine. Et si vous voulez savoir pour celui d'après qui sera le 1er de juillet, et attention parce qu'après, à partir de mi-juillet, que je sais pas n'importe quoi, oui, à partir du 9 juillet, le 9 juillet ce sera le dernier intéressant de la saison, on reviendra dans le courant de l'été, je sais plus si c'est fin août, quelque chose comme ça. Nous aurons donc pour le 2 juillet, vous voulez le savoir, je le sais, ce sera attention, construire une ROM Android, dis donc, ce sera la suite. On avait déjà eu le premier épisode avec Rémi Plantade et là on aura la suite avec des nouveautés par rapport au premier épisode que vous pouvez retrouver bien entendu sur la chaîne YouTube dans le replay. Merci Emeline, c'était drôlement intéressant. Merci. Les Merci. amis, je vous dis à bientôt et puis voilà sur le chat. Salut, c'était super. Bravo.